C'est bon, Mishata Ishmael, nous sommes le 22 qui se lève, 7773. Tu as éteint? Daf. Tetvav Amud Beis. Nous sommes dans les lignes très larges. Troisième ligne. Vaïkirot Ameler et Esther Amalka. Et ce fut quand le roi, Achashverosh, a vu la reine Esther. À ce moment-là, vous avez étouffé là, vous avez fait quoi? Amar Rabbi Yochanan, Gimel Malach et Acharet, aïe 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 aïe, 3 anges du ciel, ils amènent la botacha, sont venus au même moment. Echad Shigbiya et Tzavara, il y en a un qui a levé son cou. Vechad Shema Shachut Shel Chesed Alea, et un, il a rendu belle, c'est-à-dire qu'il a mis. Voilà, qui a donné grâce au Achashverosh, Chazak. Mais c'est marrant parce que si tu fais attention, comment c'est marqué là, mettre grâce, il y a marqué Chut Shel Chesed, comme un filon de Chesed. Chesed, c'est de la bonté. Ça veut dire que tu peux dire que la beauté de Esther, on a vu ça plusieurs fois, elle se reflétait par ses bonnes midot. On a vu dans le délit que c'était 3 malachim qui avaient fait ces 3. Et pourquoi il y avait 3 malachim différents? C'était 3 états de Shana, c'était de Rachel à Esther, de Esther à Achashverosh. La troisième fois, c'était un truc entre les deux. Comme on achète 3 manières d'acquérir une femme. Qu'est-ce que je t'avais dit? Fais-moi. C'est qui a dit ce rouge? Oh, mais d'où il est rapporté? Maral ou Marcha? Non, Marcha. Il fait mode. Ok. Ah, c'est bon, on devait continuer depuis Rabar Barofran. Non, c'est pas grave. Donc il y en a un, on a vu ça. Mais c'est très intéressant, c'est plusieurs fois on a vu ça sur une ligne sur Esther. Il y en a qui disaient que c'était une beauté extérieure, il y en a qui disaient que c'est vraiment une beauté intérieure et se reflète sur la beauté extérieure. Donc effectivement, il y en a que vous allez tous vous marier bientôt, vous allez chercher une Kala, et il y en a que pour eux la beauté extérieure c'est. Ça compte aussi. Non, ça compte pas aussi. Il y en a pour eux que c'est vraiment, on va dire, s'ils ne sortent pas avec une. Voilà, alors ils veulent pas se marier. Et il y en a que ça prend 10 ans pour se marier à cause de ça. J'avais un copain comme ça d'ailleurs. À la fin, il se marie avec une fille tout à fait normale. Et je dis pas que c'est pas important la beauté extérieure, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de se marier avec une fille qui chez le mot c'est très bénéno, qui ne nous trouve pas. Il n'y a pas un mot plus normal quoi, qui ne trouve pas belle à nos yeux. Mais il faut savoir que la beauté intérieure, et là c'est vraiment vrai, hein, je dis pas de bêtises, la beauté intérieure de la femme, elle se reflète vraiment sur son visage et sur sa beauté. Parce qu'une fille, elle peut être très très belle, mais si son comportement il est vraiment vraiment mauvais, alors quand on vit avec elle, alors c'est sûr que ça nous. Imaginez-vous une fille qui est très belle extérieurement, mais toute la journée elle crie, elle hurle, elle insulte, elle frappe. Vous imaginez? Une fille comme elle fume, elle boit. Alors peut-être tu prends une photo, ça faisait l'air beau, mais finalement si tu es avec cette fille, elle n'est pas belle. Même sur son visage, ça sera pas beau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bien sûr, les midot, la Torah, une fille qui est pleine de Torah, de bonté, de chesed, de bonnes midot, ça se reflète sur son visage, c'est clair. Ok, donc c'est sûr qu'il faut vérifier les deux choses. Le plus important, moi j'étais à Yeshiva de Mahalot, le Rosh disait comme ça, Achi Chashuv c'est Lev Tov. Achi Chashuv c'est Lev Tov. Vous avez quoi juste avant? J'étais dans une Yeshiva de Mahalot, et le Rosh disait comme ça, que quand on choisit une fille, le plus important, c'est Lev Tov. Un bon cœur. Parce que quand il y a le bon cœur, il y a tout dedans. Qu'est-ce que lève-toi? Il s'est réveillé, Jonas. Hein? Excuse-moi. Dans tout ça, ils font des allusions. Ça veut dire ça, c'est quand on dit 9 tocs, ça veut dire aussi la beauté extérieure. Il y avait du cœur dans la nourriture. Oui, mais Lev Tov, c'est Lev Tov. C'est un bon cœur. C'est des bonnes midot. Ah, bah arrêtez, hein. Quand on va cheveux, on va la première chose qu'on regarde, c'est quoi, Lev Tov? Ah ouais. Oui. C'est ça. Tout seul, Maurice. Ah, quand tu parles avec lui, tu vois, c'est un bon lèvre, un bon cœur. Le Lev Tov, on se dit pas, Léa, une attirance physique. C'est un
Alors, c'est ce que je suis en train de dire, le chidouche de ce que je suis en train de dire dans les 3 dernières minutes, c'est que la beauté physique, il ne faut pas la négliger, mais elle n'est pas primordiale, mais il y a peut-être une fille que quand tu l'as rencontrée la première fois, c'était pas ce que tu imaginais, mais petit à petit, eh ben, sa beauté intérieure se reflètera sur sa beauté extérieure, et plus quelqu'un il aime sa femme, plus elle a l'air belle. C'est vrai ça. Non, je suis sérieux. Hein. Ça vous paraît un peu truc, mais c'est pas vrai, c'est pas du tout théorique. La personnalité bah, c'est très logique. Une fille quand elle a 20 ans, elle est sûrement plus belle que quand elle en a 50. Logiquement, c'est vrai ou pas? À 5 ans, apparemment on est moins beau. Mais normalement, un vrai couple, un véritable couple, eh ben, le mari il aime sa femme beaucoup plus à 50 ans qu'à l'âge de 20 ans. Parce que l'amour, ça doit aller en avant et pas en arrière. Donc forcément, sa femme, elle lui plaira même à l'âge de 50 ans. Alors qu'objectivement, elle est moins belle quand elle avait 20 ans. Mais subjectivement, elle sera plus belle à ses yeux que quand elle avait 20 ans. Pourquoi? Parce qu'il aime plus. Tu comprends? La beauté, c'est pas seulement quelque chose d'objectif, c'est aussi quelque chose de subjectif. Oui, Chaim. Donc voilà, vous êtes en train de dire que l'amour, ça se construit. Donc ça veut dire qu'au début, on n'aime pas beaucoup, et au fur et à mesure des années, on commence à aimer progressivement. On voit dans la paracha, entre Yitzhak et Rivka, bah comme ça, dès qu'il la voit, il commence à l'aimer. Au contraire, entre Yitzhak et Rivka, C'est Yaakov. c'est autre chose, ça c'est vrai. C'est une bonne question. Mais c'est vrai qu'entre Yitzhak et Rivka, on voit ce que je viens de dire. Que Yitzhak, il y a marqué dans le Passouk, et d'ailleurs, je vous l'avais envoyé par mail, ce devoir Torah à ce sujet, il y a marqué Vaikar Yitzhak et Rivka, Vateil Oleisha Vayeavea. Yitzhak a pris Rivka, elle est devenue sa femme, donc il s'est marié avec elle. Et après, il a aimé. Donc de là, on apprend qu'effectivement, et le Rav Shari, je t'explique, Rabbi Shimshon Refaïr, je l'apprends, que de là, on apprend qu'effectivement, l'amour, c'est quelque chose qui se construit et qui va et qui avance. Il a dit d'autres choses aussi. Hein. On aime moins Qui est le Rav Shari? Tu as lu là-bas dans le passage? Non, bien sûr. Non, Top. Des bonnes questions. Omer Tagmara Akdosha. Maurice, tu veux ça? C'est toi bien. Voilà. Khazak, on y va. Et troisième malach, Vecha Shematachet Arsharbit. Et il y a un autre malach qui a tendu le. Comment on dit Sharbit? Le sceptre. Avec un S et un C. Vekama, et combien il s'est allongé le sceptre? Rabbi Yirmiyah, il dit 2 amot. Il était 2 amot, Vemido al Shtemesre. Et le malach, il en a fait 12. Et après, il y en a qui disent qu'il est devenu 16. Il y en a qui disent Abrila, il y en a qui disent que c'était 24. Dans la Braïta, il est marqué 60. Comme ça, tu vois aussi dans la main de la fille de Paro, quand elle est venue sauver Moshe Rabbeinu, que sa main. Voilà. La main de Bat Paro. Ouais. Oui, mais il y a un. Il veut dire quoi le Rashi, je crois. Quel Rashi? Alors, où vous ouvrez la fenêtre, vous utilisez le masque, mais on ne peut pas respirer là. Un peu d'air, un peu d'air. Non, alors tu ouvres un peu pour qu'il y ait un peu d'air. Un tout petit peu d'air. Merci, Shimshon. Ok. Maintenant, il faudrait qu'on prenne du temps, moi personnellement, en vous, à regarder dans le Maharal de Prague, parce qu'il a toute une explication au sujet de qu'est-ce que ça représente que le sceptre de Achashverosh, il s'est allongé à 2 amot, de 2 à 12, à 16, à 24. David Bonana, il a dit que Qui a dit ça? Ah bon? David Bonana, il a dit que c'est très mathématique. Qui a dit ça? C'est beaucoup de maths. Ah, c'est bien, c'est pour ça que vous avez des maths pendant vous avez eu le bac. C'est pour ça, non? Et ainsi, on a vu aussi au sujet des dents des Rechaim, de Og Melech HaBashan, qui a marqué là-bas, Shine Rechaim Shibarta, les dents des Rechaim, tu les as cassées, Rechakish, j'ai dit, pas écrire Shibarta, mais Shirvarta, tu les as allongées. De quoi il s'agit? Alors sur ça, on va pas s'enchaîner parce que c'est vraiment devenu entre parenthèses, regardez Rashi. Og Melech HaBashan, Maseret Brachot, il est marqué, Sharaka Arbat Gimel Parse, ça aussi, il faut comprendre que ça représente ces histoires, qu'il a soulevé une montagne de 3 parsaot pour la jeter sur l'âme Israël. Et finalement, donc il a mis sur sa tête, à Kadosh Baruch Hu, il a envoyé des Nemalim, des
des fourmis et ils ont fait un trou dans la montagne et c'est rentré dans son Betsavaro, dans son cou. Bikesh Shomto, il a voulu enlever la montagne et qu'est-ce qui s'est passé? Et ces dents, elles se sont coincées en fait, ils sont allongés dans. Il fait allongé. Pas lire brisé. Non, les chameaux, ils se sont allongés. Ok. Rabba Barofa, la marque du cheveu. Donc ça aussi, il faut comprendre que ça représente cette histoire. Et ça, c'est dans ma Sechet Brachot plutôt. Rabba Barofa, la marque du cheveu, Rabbi Eliezer, Shamar, Mirabo, Verabo, Mirabo. Mataim. Il y a une autre explication qui dit qu'effectivement, c'était 200 amot. Ok. Il y a plusieurs sujets aussi, dans la Gada de Pessah. On nous dit combien de plaies ont eu l'Égypte 10, 50, 200. Tous ces numéros, ils ont une certaine représentative. D'une manière générale, on dit comme ça. Il y a, quand on parle, il y a une différence entre 6, 7, 8. Quand on parle de 6, par exemple, vous avez fait attention, il y a 600 000 Juifs qui sont sortis d'Égypte. Il y a même 600 000 Juifs qui étaient en Eretz Israël à la création de l'État d'Israël. Il y a 6 millions de Juifs, malheureusement, qui sont décédés dans la Shoah. Et le numéro 6, ça représente un grand Tzibour. Maintenant, quand on parle de 600 000. Maintenant, 6, ça représente, tu prends le cube. Le cube, un cube, il a 6 faces. Il y a nord, sud, est, ouest, et en bas et en haut. C'est les 6 côtés, on va dire, les 6 dimensions de la matérialité. Le numéro 7, c'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est la Kedusha qu'il y a dans la matérialité. C'est-à-dire, en fait, tu prends le cube, et dans le cube, tu as avec tout Jonas. Dans le cube, on a dit qu'il y a 6 facettes dans le cube. La planète, on va dire qu'il y a 6 côtés. T'as entendu? Nord, sud, est, ouest, en bas, en haut. Ça représente les 6 côtés, les 6 dimensions de la matérialité. Ok? Et donc, c'est les 6 jours de la semaine. Et le numéro 7, c'est Shabbat. C'est si tu prends le cube, on va dire, dans le cube, tu as le point intérieur, le côté pnimi. Le point intérieur du cube, c'est le numéro 7. C'est le Shabbat, qui en fait, qui donne la vitalité, qui donne la vitalité à tous les 6 jours de la semaine, à tous les 6 côtés du cube. Donc ça s'appelle la Kedusha, donc c'est la sainteté qui se trouve dans la nature. Ça s'appelle dans la Chassidut la Kedusha Shebateva, la Kedusha qui est dans la nature. Le Shabbat, le numéro 7. Ok, et ensuite on a le numéro 8. Le numéro 8, c'est Kedusha Shemera la Teva. C'est la Kedusha qui est par-dessus, parce que nous on a 7 jours dans la semaine, il n'y a pas 8. Donc 7 jours, ce qu'on a dit. 7 jours, c'est le 7e jour, c'est la Kedusha qui est dans la nature. Et c'est pour ça que le Shabbat, toutes les semaines il y a le Shabbat. Donc toutes les semaines on a le Srout, qu'il y a une journée qui nous donne la spiritualité, qui nous donne la bracha et la Kedusha de toute la semaine. En fait, c'est le centre de la semaine, c'est Shabbat. C'est la bracha de la semaine. Et le numéro 8, c'est Kedusha Shemera la Teva. C'est la Kedusha qui est par-dessus la nature habituelle. Et effectivement, c'est Hanouka. C'est le jour de Hanouka et c'est aussi le 8 jours de la Brit Mila. Ah, alors pourquoi dans la semaine, il n'y a pas le 8e jour? Parce qu'effectivement, nous, dans la vie de tous les jours, on vit la nature habituelle et la Kedusha qui est dans la vie de tous les jours. Mais on ne vit pas une dimension qui est par-dessus la nature. Ça, c'est que. Parce que j'ai expliqué il y a 2 minutes, c'est la Kedusha qui est dans la nature, dans la vie de tous les jours. Ah, pourquoi on dit que c'est une partie du Lanaba? C'est une partie de l'Olam Haba qui se trouve dans le Olam Hazé. C'est le Olam Haba qui est dans le Olam Hazé, qui n'est pas au-dessus. Mais le numéro 8, ça représente la Kedusha Shemera la Teva. C'est ce qui différence un peu plus le juif du non-juif. Le juif, il a la Brit Mila. Ok. Et pareil, c'est le 8e jour de Hanouka. C'est les 8 jours de Hanouka et c'est aussi le 8e jour qui est Shmini Atzeret. C'est-à-dire que le 8e jour de Hanouka, il est plus kadosh que. C'est pas le 8e jour, c'est tous les 8 jours de Hanouka, c'est une dimension de Mea la Teva un petit peu. Différence des Grecs. C'est la différence entre les Grecs. Les Grecs, ils parlent de la Hadak. Ils parlent ils parlent d'une philosophie qui est la grande différence. C'est quoi Hanouka? C'est la différence entre la philosophie. C'est quoi la différence entre la Torah Shebe Alpé et la philosophie grecque? C'est des chokhmot, c'est des grandes chokhmot. Mais la grande différence, la différence essentielle, c'est que la chokhma grecque, c'est une chokhma qui est humaine, qui est complètement basée sur quelque chose d'humain. Alors que Torah Shebe Alpé, c'est une chokhma humaine qui est basée sur la divinité, qui est basée sur Torah Shebe Chtav. Et donc, c'est une Torah qui est un peu Mea la Teva. C'est pour ça que Hanouka, c'est 8 jours.
Et donc tout ça, le Maharal explique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. 9 et 9, c'est au-dessus du niveau. 10, c'est le Tzibour. Avec Gabriel Lévy, on a vu dans Elaya, dans Rav Kook, qui Shabbat, allez. Ok, donc c'est des sujets très intéressants. Voilà, comme ça, on s'est un petit peu allongé. C'est vrai que ça s'explique pas directement ça, mais c'est un petit aperçu, voilà. Vous voyez, donc ça, vraiment là, Melech al-Esther Ramalka. Donc le roi Hachorosh, il a dit à la reine Esther, Ma bakashater, quelle est ta demande? Et jusqu'à la moitié de mon royaume, je te ferai. Il y a marqué Chatzeh Malchut, la moitié du royaume. Vélo qu'on pas tout le royaume. C'est quoi? C'est quoi pas tout le royaume? Vélo d'avoir Chatzeh Malchut. Et pas quelque chose qui va faire une Chatzitza, qui va faire une coupure entre la Malchut et toi et moi. Et c'est quoi? Binam et Hamikdash. Que si tu vas me demander, toi, Esther Amalka, tu vas me demander la construction du Beth Amikdash, alors c'est quelque chose que je ne vais pas pouvoir te donner. Pourquoi? J'ai vu un Pérouche qui disait que s'il va accepter de construire le Beth Amikdash, il va comprendre. Voilà. Premièrement, il va comprendre que c'est-à-dire que les Juifs ils vont se rebeller contre lui. Premièrement, et deuxièmement, le Beth Amikdash représente que le vrai roi, c'est Kadosh Baruch Hu. Donc c'est-à-dire que c'est pas lui le roi. Pour lui, c'est le roi surplus comme Pharaon, quoi, qui n'a pas Kadosh Baruch Hu. Extraordinaire. Un beau Pérou, ça. Hein. Évidemment, c'était pas mon Pérou, j'ai vu ça dans le Rabbi Schottenstein en bas, il rapportait, je crois que c'était le Marchand, je sais plus c'était qui. Désolé. Omelet Agmara Akdosha. Yavo Amelech Vaman El Amishte. Donc Esther Amalka, elle a proposé au roi de faire un festin pour elle, le roi et Aman. Alors, on nous dit Marat Esther, Shimna et Aman. Qu'est-ce que Esther a vu d'inviter Aman? Plusieurs réponses. Avizer Omer, Pahim Tamnalo. Avizer, il dit, elle lui a voulu lui faire tomber un piège. Que la table des goïms ou des ennemis, il sera pour eux finalement un piège. On a vu ça plusieurs fois aussi dans le Tanakh, que dans plusieurs situations, le fait de manger et de boire, comme avec Yael, que tu veux, le roi Sisra, elle a invité à manger, à boire du lait chaud, du vin. Ok. Ensuite, Rabbi Yoshua dit, elle a pris ça de la maison de son père, chez Nehemar. Je n'ai pas compris. Chez Nehemar. Ah, la suite du passage, je ne connais pas. Fait. Le passouk, il me rêve son acha achile olechem. Donc, si ton ennemi il a faim, fais-lui manger du pain. Vas-y, quoi la suite? Et s'il a soif, Et s'il a soif, permet à boire bleu. Et la suite? Et s'il a mal au pied, bah, je vois. Non, je t'ai remarqué que comme ça, tu vas battre ton ennemi. la reine vient de s'amener à Shkiou et Shkiou magnifique. Attends, c'est bien une Vanessa Niniscaro, c'est ça? Ah, bah voilà, c'est ça. Ah, d'accord, il y a les Hachimra, la base de Nina. Ok, donc on voit de ce passouk. Tu l'as, toi. Ah, on ne connaît pas ça, c'est pas sûr qu'on n'ait pas des temps avant. La Hadas, il dit. Donc effectivement, on voit elle a vu de ce passouk que pour faire tomber tes ennemis, il faut les donner à manger et à boire. Rabbi Meir dit, pourquoi elle a invité? Kedeh shelo itol aitza veimrod. Rashi veimrod b'amelech shaitash. Hein? On dit que l'ennemi il a faim, il donne du pain. Rame le pain, c'est pas Kadosh. Carrément, c'est une marque de Kadosh, donner du pain. C'est une expression. Non, ça veut dire que quand tu veux faire tomber ton ennemi, tu as un passouk qui te dit qu'en le faisant, en lui donnant à manger et à boire, ça te permettra de le faire tomber. Pourquoi? Parce qu'ils seront ouverts à la discussion, parce qu'avec le vin, il va être. Mais non, Dharma, sois proche de tes ennemis. Il peut y avoir plusieurs explications. Il peut y avoir le fait que, comme on a vu il y a 2 secondes, le fait qu'il va manger et boire, il va s'enivrer, tu vas pouvoir le faire tomber. Il y a une possibilité de dire que ça deviendra ton ami, donc tu pourras d'une manière ou d'une autre manière le faire tomber. Il va y avoir plusieurs explications. C'est vrai qu'il y a des chez Loïda, Non, je fais maintenant. Elle a eu peur, Esther, Amalka, que Aman, il se sentait, nous dit Rashi, il se sentait l'euphorie totale, donc il se sentait qu'il pouvait même faire un putsch contre le roi,
faire descendre le roi et continuer tout son massacre et comme ça tuer le Ham Israël. Donc là, elle a dit je vais l'inviter, comme ça hein, il va se sentir proche du roi, etc. Il ne va pas penser à faire un putsch contre le roi. Ok? Rabbi Yehuda Omer, Kedesh Elo Yakiru Ba Sheyudit. Rabbi Yehuda dit pourquoi elle a fait ça pour qu'on ne pense pas qu'elle soit juive. Si les gens ils vont penser ah elle est juive, machin, il va dire moi j'ai invité Aman, quand personne va penser que je suis juif, personne va penser que je vais pouvoir moi renverser la situation. Ouais, quoi bon, c'est ce qu'il y a marqué dans la Gemara. Rabbi Nechemia Omer, Kedesh Lo Yomru Israël Achot Shanu Bevet Hamelech V'Yasichu Datam Minach. Ah, ce qui est intéressant dans ce pasuk, c'est vrai que quelquefois nous on peut pas comprendre. Maurice avec nous, on a du mal à comprendre dans certaines décisions de juifs ou même de gens qui sont à un certain niveau. C'est-à-dire si nous on avait été dans l'époque de Esther Amalka et on savait qu'elle était juive, on aurait dit mais c'est quoi ça, c'est juive, elle se marie avec le roi dans une époque qui est plein d'antisémitisme et en plus elle invite Aman à un michté, donc elle élève dans son grade, elle fait du kavod. Alors on l'aurait tous insulté, c'est une juive, il faut la discriminer, il faut la etc. Sinon, ils auraient arrêté de prier. Alors ça c'est attends ça je peux rouge d'après. Ce que je veux dire là, c'est quelquefois c'est possible que dans certaines situations des juifs ils ont un certain comportement qui nous a l'air faux, mais peut-être qu'il faut peut-être la mettre sur route, avoir un bon jugement que grâce à ce comportement peut-être ils ont un autre truc dans la tête qui est de sauver l'âme Israël. Je ne peux pas savoir. En tout cas c'est ce qu'il y a eu. Maintenant attends, le prochain on va y arriver, excuse-moi. Le prochain, et là tu vas dire Kedesh Lo Yomru Israël Achot Shanu Bevet Hamelech, pour pas que Le micro, Mike. tiens vas-y Mike. Le micro. C'est quoi le prochain? Prochaine explication, vas-y. La prochaine explication, c'est que sinon, si elles ont arrêté de prier le Israël, parce qu'ils se seraient dit c'est bon, il y a Esther qui est dans le palais avec le roi, elle va faire ce qu'elle doit faire, et le roi il va l'écouter, et c'est bon, nous on a besoin de prier. Alors que là, maintenant qu'elle habite à Marseille, ils vont prendre peur. Ils vont dire elle est pas de. Ils vont prier encore plus, ils vont redoubler de prière. Elle est pas de la côté. C'est vrai, Chaim. Je suis d'accord avec lui. Tout ce que dit Mike. Et effectivement, donc les Rabbi Nechemia nous dit que si les Juifs ont dit ouais, on a notre sœur qui est dans le palais, alors on ne doit pas avoir peur, on va arrêter de faire la tefila. Donc qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là que même si d'une manière naturelle, on a certaines positions qui vont pouvoir nous aider tant d'une manière individuelle que d'une manière nationale, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas arrêter la tefila. C'est parce que maintenant, ok, disons qu'on est sûr que Tzahal, ils ont une force extrême et qu'ils peuvent battre l'Iran en 2 minutes et qu'il a une super bombe et il y a plus. Alors maintenant on peut faire la tefila. Non, même si on sait que peu importe que la situation politique, c'est une bonne situation politique pour Am Israël, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à faire la tefila parce que les deux ils vont ensemble. Quelqu'un il sait qu'il va avoir au bac une super bonne note parce que vraiment il a appris, il sait tout par cœur, c'est un génie, ce que vous voulez. Il faut quand même qu'il fasse une bonne tefila. Parce que ça ne dépend pas que de nous. Ah, le bac, on a déjà eu. Hein? Le bac, on a déjà eu. Au psycho. Il annonce, demande comment. Et donc, Rabbi Yossi Omer, Kedesh Yematzou ila bechol ha'et. Rashi, Oulai tochal achshir b'shum davar lifnei hamelech. Ah, Chazak. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yossi? Il dit, pourquoi elle a invité Aman? Elle a invité Aman pour qu'effectivement il soit proche et qu'elle puisse, à part une certaine combine ou quelque chose, le faire tomber. Parce qu'effectivement, c'est ce qui est arrivé. Parce qu'ensuite, Achashverosh, il est parti, il a fait un tour, et ensuite Aman il revient, il s'est jeté sur elle. Il a vu qu'il allait se pencher sur elle et tout. Alors, je ne sais pas s'il a prévu, mais en tout cas, on voit dans la suite de la Gemara que tout ce qu'on est en train de dire, pour qu'il soit présent, qu'il soit proche au moment où elle va parler, comme ça, elle va pouvoir le faire tomber. Mais là, la vérité, je comprends pas la question de moi. C'est au contraire. Ça aurait été le fait qu'elle invite que Achashverosh qui n'aurait pas été évident. Parce que c'est certain que le seul moyen de faire tomber Aman, c'est de le mettre en conflit avec Achashverosh. Comment elle peut le mettre en conflit avec Achashverosh s'il n'est pas présent? Bah, il y a plein d'autres possibilités de faire remettre en conflit, tu vois pas. Elle fait une annonce sur le site internet du Figaro en disant que, je sais pas moi, que Aman il fait un complot contre Achashverosh. Je sais pas, il y a d'autres possibilités. La reine, elle n'aurait pas pu se retrouver seule avec Achashverosh, elle n'a pas le droit, il faut absolument qu'il y ait Aman à côté, c'est bizarre. Bah, c'est ce que la Gemara nous explique, effectivement. Pourquoi il a dû avoir Aman? Oui, d'accord, mais bon, mais les gens, ils auraient compris
Non, c'était hyper intelligent. En fait, ce qu'elle a fait, elle a fait semblant de tout ce qu'on a cette explication. C'est une politique très intelligente. Elle a fait semblant de le rapprocher en elle, de lui faire du kavod, etc., etc. Et finalement, c'était pour le faire tomber. Donc c'est une idée de génie. C'est vraiment la chose qu'il n'aurait pas compris, quoi. C'est comme un politicien, qu'est-ce qu'il fait? Il y a quelqu'un, c'est un ennemi à lui. Alors au lieu de faire tout un... de dire la chose, de dire il est nu, ça va pas aider. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va le rapprocher de lui. Il va le rapprocher. Après qu'il va le rapprocher, il va tomber d'une autre manière. Il y en a qui réfléchissent comme ça. Ça peut très souvent marcher. Non, c'est sûr qu'il y a des politiciens qui ont fait ça. Ils ont rapproché quelqu'un, ensuite ils l'ont fait tomber. On ne sait pas. Tu sais qu'est-ce que c'est la tête dans Netanyahu, tu sais qu'est-ce que c'est dans sa tête, tu sais pas. C'est tout pour le bien du Ham Israël. Ok. Rabbi Shimon ben Menassia, Omer, Oula Yargish Amakom Yatsenes. Et c'est une autre explication de dire que peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, regardez Rashi Akadosh, Yargish Akadosh Baruch Hu, que moi j'arrive à une situation, Rashi à gauche, deuxième ligne, j'arrive à une situation que je dois approcher les ennemis d'Israël. Et donc là, Akadosh Baruch Hu, il va être miséricordieux avec moi. Inami Yargish, Anitzcha Leachniv Rashi Azeh Uzalmi Kvodi. Ou une autre explication, c'est de dire que Akadosh Baruch Hu, il va sentir que j'ai besoin de faire, comment on dit, faire le faillot, mais dans un bon français. Faire de la pantomime. Quoi? Quel mytho. Faire de la pantomime. Flatter. Chazak. Qu'elle a besoin de flatter un rachat. Chazak, Shimshon, merci. Shimshon Koskas. Voilà, qu'elle a besoin de flatter. Bon, on s'en fout là. Oh, on s'en fout complètement. On n'est pas dans l'académie de la langue française, excusez-moi. C'est pas ça notre but là. C'est grave, j'ai l'impression d'être des singes. Comment on dit Créteil, on parle pas? De toute façon, c'est une langue de Créteil. Il a habité à Créteil. Il habitait à Créteil. Bon, en plus c'est enregistré, c'est vraiment... C'est nul. Et donc... Ouais, moi, il met des vidéos sur Facebook pour diffuser la Torah. Attends, une seconde, on peut avancer là? C'est un mot allemand pour Donc Rachid dit qu'elle va flatter, qu'elle s'est dit voilà, je vais montrer à Kadosh Baruch Hu que j'arrive, la situation d'Israël est tellement grave qu'il faut que je flatte un rachat qui est un ennemi d'Am Israël, les Azel Bichvodi, et que faire du zilzoul à mon honneur. Alors peut-être que Kadosh Baruch Hu, il est à côté de prière. Rabbi Yoshua ben Kocha, il rapporte une autre explication. Asbir le panim kedesh yareg hu vehi. Ah, ça c'est quel messirut nefesh de Esther. Je reviens comme ça. Voilà, moi je vais flatter Haman. Comme ça, Achashverosh il sera en colère contre Haman et moi. Il va me tuer, moi et Haman. Mais au moins comme ça, j'ai sauvé le Ham Israël. C'est pour le Ham Israël. Messirut nefesh, ça nous autorise à céder à notre vie personnelle, matérielle et spirituelle pour le klal. Parce que le klal, la collectivité d'Israël est bien plus importante que l'individu. Donc si pour le klal Israël, pour la collectivité d'Israël, qui est la collectivité qui est en danger, c'est la raison pour laquelle quand on va à l'armée, on peut se dire on peut aller habiter à New York tranquillement, vivre sa vie, gagner bien de l'argent, manger, dormir, étudier la Torah, étudier tout le chasse par cœur, et faire Shachar Harvit Beminyan tous les jours, tout ce que tu veux, et pour venir en Eretz Israël, et aller à l'armée, et mettre sa vie en danger, et peut-être mourir. Il y a des gens qui meurent à l'armée. Et pourquoi c'est une misère, parce qu'effectivement, notre vie individuelle, oui, Chaim, bien évidemment, elle est moins importante, c'est-à-dire la vie du klal, l'éternité, la pérennité, voilà, la pérennité de la nation d'Israël, elle devance la vie d'un individu personnel. C'est pour ça que, effectivement, Esther, elle avait le droit et d'avoir des rapports avec Achashverosh et de mettre sa vie en danger. Et on a vu ça tout au long des générations et des générations, des héros du peuple juif qui ont effectivement mis en danger leur vie, qui sont vraiment morts pour
la pérennité du peuple Dans la juif. Torah, il y a- Parce que la C'est délivrance. assourd d'échanger des terroristes contre des israéliens. C'est mettre en danger tout le clan. C'est un débat intéressant. Vous en pensez quoi, Raph? C'est un débat très intéressant, mais que. Vous en pensez quoi? Si vous voulez, on en parlera d'avant ça. Allez. Quand c'est pas enregistré. Non, pour avoir. Dans la Torah, il y a écrit que genre. Bah d'ailleurs, à Lucien de Hirsch l'année dernière, t'étais pas dans le cours? Si, j'étais. Et on a fait un débat sur ça. Bah tu vois. Excusez-moi Maurice, je voulais dire. Dans la Torah, que faut faire attention à la sagesse. Genre, un truc. Vachai bahem. Nachon. Ou vachata bachaim. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que finalement, la Torah nous dit que notre identité, elle est plus forte que la vie. Pourquoi? Parce qu'on dit que Gilo Yarayot, Shfichut Damim, Avodah Zara, on va pas faire de la Avodah Zara, ni Gilo Yarayot, ni Shfichut Damim pour gagner notre vie. Donc tu vois que d'un côté, cette dimension de la vie dans la Torah, elle est très très importante parce qu'on voit que Piguach Nefesh Dochet la Torah Kola, et qu'on voit qu'on a le droit de transgresser le Shabbat et de manger taref, et de faire plein de choses pour laisser notre vie sain, pour notre vie sain et sauf. Mais ce n'est pas l'idéal le plus haut, parce qu'on voit qu'il y a pour certaines choses, et le Rambam dit que c'est les trois choses qu'on dit, c'est seulement dans des périodes normales, mais dans une période où, par exemple, les Romains vont dire, si vous allez fermer vos lacets gauche et avant droite, droite avant gauche, gauche avant droite, pour nier comme ça votre identité juive, et bien dans ce cas-là, on devra de notre vie, même pour le plus petit détail de la halakha. Parce que si c'est un petit détail, c'est une chose, mais si ce petit détail, il reflète en fait, il va dire qu'on va renier notre identité juive, dans ce cas-là, la pérennité de la Torah et du clan Israël, elle prime à notre vie individuelle. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yom yidbaru. Non, donc moi, genre, quand on se trouve dans un bus et on sait qu'il y a des terroristes dans ce bus-là, et on sait que ces terroristes ils vont faire sauter quelque chose dans le bus. On est le seul juif dans le T'es bus. du On va Mossad? faire sauter pour faire sauter le bus. C'est du sauter et faire sauter les Arabes avec nous. Déjà, C'est différent, mais mais tu sais pas si tous les Arabes qui sont là-bas, peut-être qu'ils ont rien à faire avec cette histoire. Mais dis-moi, tu fais partie du Mossad pour savoir qu'il y a des terroristes dans le bus? C'est quoi ce cas? Grave, est-ce qu'on peut dire que. Ça dépend. Faut vérifier le cas. La dernière fois, Maurice, il est à 100 mètres d'un attentat. Là, ils sont enregistrés. On avance. Grave, est-ce qu'on peut dire que la Géoula se dévoile que dans les moments les plus. Elle se dévoile toujours après des moments difficiles. Exactement. Moraï vers Abotaï, je voudrais continuer. Ah, mais il ne nous croit pas. Vous avez vu Non, mais pour de vrai, Chaim. Mais il est fou celui-là, on était à 300 mètres. À 300 mètres. À 300 mètres. Ça fait 50 ans. Mais c'était au Misraël Bitachon, hein, c'était à côté. Non, mais là, c'est la lourdeur pharisienne. Ok, on avance. Rabban Gamliel il nous dit. Rabban Gamliel Omer, moi je continue. Rabban Gamliel Omer, Melech Pachanaya. Achashverosh, c'est un roi. Tous les jours, il change d'avis. Rashi Vechoser Bedivuro. Et chaque jour, il change de sa parole. Amra Shimon Fatoto ou Leorgo. C'est possible que moi, je vais pouvoir, on va dire, faire envie à Achashverosh, qui m'aime, etc. Et comme ça, tu es Aman. Vimlo Yemesouman. Et si Aman, il ne va pas être là juste à côté. Alors, parce que Achashverosh, il change tous les 2 minutes d'avis. Alors, moi, j'invite Achashverosh et Aman. Je vais arriver à jouer le jeu à Achashverosh. Je vais dire, voilà, Aman, c'est un rachat, il veut me tuer, il veut tuer mon peuple et tout. Alors, vas-y, tue-le. Alors, il faut qu'il soit présent, parce que c'est possible qu'il va dire, ok, je vais le tuer, je vais m'en occuper, je vais prendre une commission qui va s'en occuper, ils vont faire un débat, ils vont aller à la justice, ça va prendre 1 an, ils vont pas le tuer, il va changer d'avis. Alors, comme ça, il sera sur place, il prendra son glaive, il lui coupera la tête. Un petit truc. Lequel? À Farpar. Pourquoi? Parce que si, Achashverosh, il était un roi qui changeait toujours d'avis. Pourquoi il y avait besoin de tout ça? Alors on aurait attendu, il aurait changé d'avis. Non, mais il faut une raison pour laquelle. Il faut quelque chose qui va le faire changer d'avis. Voilà, c'est-à-dire, il
Ben non, elle te dit, il change d'avis très rapidement. Donc maintenant, moi, je vais arriver à lui faire changer d'avis. Et peut-être que 1 heure après, il va rechanger d'avis. Donc au moment où il change d'avis il faut qu'il amène juste à côté pour qu'il puisse se tuer tout de suite. Dès qu'il le voit, Vous comprenez? Ensuite, C'est des bons aussi, ça va tout, bien sûr, c'est un roi. Il a son glaive sur lui. Elle lui dit voilà, regarde, c'est un imposteur. Tue-le. Il le tue. C'est comme si que. Je passe Mais alors, mais tu vois ce qui se passe en Syrie là? Ils s'entretuent tous les 2 jours. Il y a le vice-ministre qui machin, il démissionne, des trucs. Il a tué la reine, mais ça. Et là, Abdil, et pour différencier 1000 différences, je sais pas si tu regardes un peu la gauche israélienne, si tu lis un peu les informations, ce dernier mois, tous les jours, ils changent de parti, passent de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, ils ont rien qu'à se disputer qui serait le premier. Et tu vois pas? Ce matin, Amir Perez, il a changé de parti, il est passé de là à Voda à Sipili, tous les jours, ils changent. Et alors, c'est des politiciens, mais si ce qui est important pour eux, c'est la chaise, ils peuvent changer 10 fois d'avis, tu rigoles quoi? Tu vois pas combien de fois ils ont changé de parti, Kadima, c'était des coups, c'est machin, ce truc, tac, tac, ils ont changé 10 fois de parti. Et alors, toutes les semaines, ils peuvent changer d'avis. Ok. c'est la diversité du peuple juif, c'est beau, mais. C'est très beau. J'ai dit les Abdi là. Ok. On va d'accord avec le chat. Aman Rabbi Gamliel, Adain Trimani Modaï. Encore, on a besoin de l'avis de Rabbi Elazar Modaï. Rabbi Elazar Modaï dit Kin ato bamelech, kin ato basarim. Kin ato bamelech, kin ato basarim rabba. Kin ato bamelech, kin ato basarim. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Elazar? Voilà, que moi, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais inviter Aman. Et donc le roi, il va comprendre que je veux flatter Aman et que je veux lui faire du kavod. Et la plus grande chose qu'il puisse avoir entre les hommes politiques et les rois, c'est la jalousie que quelqu'un va leur prendre leur place. Donc si Esther, elle vient, elle va le rendre jaloux, alors il va le tuer directement. Attendez, là, ça c'est pour parler par rapport à Kanato? Kinato. Mais c'est pas par rapport au fait qu'elle séduise, genre elle va. Ça peut être ça, ça peut être 2 choses. Ça peut être ou ça, c'est-à-dire elle va le mettre dans une situation de jalousie, ou bien parce qu'elle est en train de jouer avec Aman, ou bien parce qu'elle fait du kavod à Aman, parce qu'elle veut monter à Aman, peu importe, mais en tout cas il va être très jaloux et il va penser ni 2 ni 3 pas qu'il va le tuer. On voit qu'à la fin finalement c'était de la séduction, parce qu'après quand il est revenu, elle sautait sur lui. Ok, donc elle fait monter une jalousie. Rabat il dit il flèche vers Gaon. Il flèche vers Gaon. Ah c'est magnifique ça. C'est avant que quelqu'un. Chever, c'est une cassure. Et Gaon, c'est en haut. C'est-à-dire, quand quelqu'un il se casse la tête, tout d'abord, tu le fais monter. Donc, plus tu fais monter en haut, plus quand il tombe. Ok? Ah, exactement. Mais en fait, elle a fait monter un cran énorme, et tout de suite après, pac! La descente est plus difficile. Je ne sais pas pourquoi j'ai lu ça, à quel rapport, mais à ce sujet, j'ai vu que quand quelqu'un il atteint un certain niveau spirituel, alors c'est très important de le garder et de le garder bien fort. C'est-à-dire, vaut mieux monter plus doucement, mais dès qu'on a acquis un certain degré, dans nos midas, dans notre rapport à autrui, notre rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est très important d'essayer à tout prix de garder ce niveau. Pourquoi? Parce que de descendre d'un niveau haut qu'on a vu, c'est plus grave que de ne pas y arriver et de ne pas monter, quoi. De ne pas descendre. Hein? Il faut faire attention à quelque chose qu'on a acquis. Quelqu'un il a pris sur lui d'étudier tous les jours, je sais pas moi, 5 Mishnayot. Alors c'est important qu'il le garde toute sa vie. Il vaut mieux qu'il prenne sur lui d'étudier tous les jours 5 Mishnayot et pas 3 prakim, mais le garder toute sa vie, qu'il prenne 3. Pourquoi? Parce que de commencer et ensuite de s'arrêter, c'est dommage. Évidemment, dans une certaine position, c'est-à-dire voilà, si ensuite il n'a pas le temps, c'est différent. C'est vrai, je suis d'accord. Mais si tu prends maintenant quelqu'un s'est dit voilà, maintenant je prends quelque chose sur moi de aujourd'hui jusqu'à la fin de ma vie. Ok, voilà, ça sera mon étude tous les jours. Alors s'il va prendre sur lui 3 dapim de Gemara, et c'est sûr qu'il ne va pas réussir. Alors, ça sert à rien. Il vaut mieux qu'il prenne sur lui 3 Mishnayot, mais qu'il lui fasse tous ces 3 Mishnayot toute la vie, et pas qu'après 3 ans il arrête. Parce qu'après que 3 ans il a fixé tous les jours 3 Mishnayot, et ensuite d'arrêter,
c'est. Point de vue spirituel, c'est problématique. Ok. אומרת הגמרא הקדושה. אביי ורבא, לאמרי תרווה ובחומה משית את משתיהם. donne-moi le pasuk. voilà, רש"י נקשיב. בחומה משית את משתיהם. על בלשצר וסיעתו נאמר. בשובה מן המדרבה של המלך וקורא שצריכים לבוא ולצחם ולשצר אותו היום היו עייפים וחמים וישו לשתות והשתכרו באותו יום נהרה וזה רמז בתוך משתיהם של רשעים בעליים פורענות. En fait, Rachid, qu'est-ce qu'il nous dit? Que de ce passage, on apprend que d'un mishté, de Rechaim, arrive leur défaite. Il rapporte ça au sujet le passage qui parle au sujet de Belshazzar et ses amis, que quand ils sont revenus de la guerre, que Dariavesh et Koresh, ils ont fait un tsarim, ils ont fait Votir. Comment on dit d'être autour des murailles? Un siège. Ils ont siégé sur Babel, et ils ont assiégé, et ils ont vaincu Belshazzar le même jour, et ils étaient fatigués, et ils sont assis pour boire, et ils se sont saoulés, et le même jour il est mort. Esther a dit pareil, du fait qu'ils vont se saouler, et que les Rechaim ils se saoulent, arrive leur pour un autre leur destruction, leur défaite. A rencontré Eliyahu Hanavi. C'est incroyable ça. Keman, Amar Keman, Hazia Esther ve'Avda. Comment effectivement Esther, il y a plein d'explications, mais la vérité, qui a raison? Il y a plein d'explications. Pourquoi Esther? Quel était son but? Quelle était sa raison? Quelle était t'arrêtes, oui? Quelle était sa volonté? Pourquoi elle a invité Aman? Donc on a lu un avis, parce qu'on a vu 5, 6, 7, 8 avis, je ne sais pas combien. C'est une question, regarde dans les mots. Ashkeche Rabba il a rencontré Eliyahu Hanavi. Amar lui a dit Keman Chazia Esther ve'Avda. Comme qui Esther a vu et a fait. Achi Amarle. Ainsi il lui a dit Kekulhu Tanae, Kekulhu Amorae. Finalement, toutes les raisons qu'on a vues, elle avait dans sa tête toutes ces raisons-là. Facile ou pas facile? C'est quand même Eliyahu Hanavi. C'est Eliyahu Hanavi qui a dit ça. Il est 19h25?